L'islam, par contre, n'aura été qu'une religion narcissique qui s'auto-glorifie en pratiquant la dépréciation et l'amnésie maladive de l'histoire profonde des peuples qu'il a réussi à conquérir et puis à soumettre. Nous ne pourrons croire à une révolution dans le monde musulman que lorsque les musulmans auront reconnu et regretté l'impérialisme et l'expansionnisme inhérents à leurs enseignements religieux et à la pratique historique qu'ils ont inspiré, que ces enseignements religieux ont inspiré. Cet expansionnisme au nom de la religion s'est confirmé chez tous les musulmans, aussi bien arabes, berbères, turcs, tatars, pakistanais, soudanais, j'en passe et des pires. Nous ne croirons par ailleurs à cette révolution que le jour où, sans réserve, les musulmans finiront par reconnaître la charte des droits humains et renonceront à leur charte des droits divins qui priment sur ceux des terriens. En France et en Europe, l'islam doit dégager le plancher pour que les musulmanes et les musulmans s'émancipent et naissent enfin à la liberté. Voilà le langage de vérité qui ne s'encombre pas d'interminables et inutiles palabres au sujet des arabesques coraniques et de leurs 1001 lectures possibles, puisque, justement, elles ne comportaient ni point diacritique, ni ponctuation, ni voyelle. Il nous faut donc mettre les points sur les i de l'islam, de l'immigration et de l'intégration, qui sera toujours impossible à notre i, tant que l'islam sera là pour pousser à l'endogamie et nourrira le regroupement clanique et communautaire, tout en consolidant l'entre-soi de ces ghettos alimentaires, vestimentaires, sexuels, matrimoniaux, commerciaux et sépulcraux. Islam dégage. Après la chute des pharaons, voilà le slogan émancipateur que je propose aux musulmans d'ici et d'ailleurs. Nous voyons d'ailleurs se dessiner aussi bien en Tunisie, en Libye qu'en Égypte un autre modèle, une répartition des pouvoirs qui n'est pas du tout celle de notre modèle occidental. D'ailleurs, à mes amis tunisiens progressistes, je disais: surtout ne copiez pas notre modèle démocratique où les pouvoirs exécutifs et militaires se confondent et sont tenus dans une seule main. Le militaire obéit à l'exécutif. Or, justement, Atatürk a bien compris qu'en Turquie, il fallait surtout soustraire le pouvoir militaire à l'exécutif qui pourrait être tenté de garder le pouvoir, s'accaparer du pouvoir et mettre l'alternance démocratique hors jeu et rétablir ainsi le califat et le règne de la charia. Pour se débarrasser de la charia, de la loi islamique et établir une république, Atatürk a choisi une autre répartition de pouvoir que celle qui avait cours en Europe. C'est ce modèle turc que je recommandais à mes amis tunisiens. Mais nous voyons un tout autre modèle se mettre en place. C'est le parti islamique qui sort gagnant des élections en Tunisie. Et nous voyons que les autres partis concèdent à ce que l'islam soit inscrit dans la Constitution comme religion d'État. Tout le monde se plie donc à la loi suprême du Coran et de Mahomet. Ceci nécessite l'instauration d'une instance qui censurera et la Constitution et les lois qui seront votées par le futur Parlement. Et c'est ainsi que nous voyons le cheikh Rannouchi, c'est-à-dire le géronte, le vieux. C'est comme si la Tunisie n'avait pas déjà vécu une certaine gérontocratie. Et voilà que donc le cheikh Rannouchi, le géronte, le vieux, qui se met en réserve pour se mettre à disposition et en dehors des partis
pour s'instituer censeur en autorité suprême à laquelle il reviendra de dire si la loi fondamentale et les lois positives se plient ou non à la charia, c'est-à-dire au Coran et aux instructions de Mahomet. Nous voyons qu'en Libye se dessine le même schéma avec Mustafa Abdel-Jalil, ancien ministre de, soi-disant, la justice de Kadhafi. Ce musulman très pieux a immédiatement compris qu'il fallait occuper ce poste stratégique et il a annoncé que dorénavant, la loi islamique, la charia, sera appliquée en Libye et que toute loi doit s'y conformer. Mustafa Abdel-Jalil a donc tiré le tapis de prière sous les pieds de ses éventuels concurrents avant qu'ils ne puissent se réclamer de l'islam, de cette autorité et de l'autorité qu'il représente dans tous les pays musulmans. En Égypte, c'est le même schéma qui est en train de se dessiner aussi. Le recteur d'Al-Azhar et le cheikh Qardawi sont déjà aux avant-postes pour s'installer comme autorité suprême, comme référence, comme gardien de la légitimité islamique et de la prépondérance de cette loi sur toute autre loi que les Égyptiens pourraient se donner ou voudraient se donner. Voilà donc le nouveau modèle islamique qui se dessine en Afrique du Nord. À mon avis, il est en train de se dessiner une autre répartition du pouvoir où l'islam, la charia, est installée comme référence, comme principe fondateur. Si en France, nous nous référons à la liberté, à l'égalité, à la fraternité comme principe inscrit dans le préambule de la Constitution et qui servent à définir notre contrat social, que nous soyons croyants ou non croyants, eh bien, dans les trois pays arabes considérés ici, la Tunisie, la Libye et l'Égypte, c'est le Coran et Mahomet et leurs principes qui sont en train de se mettre en tant que référence, certes dans une démocratie, mais une démocratie bien particulière. Et comme en Iran, où une instance justement religieuse a le dernier mot, elle est installée au-dessus des lois et en dehors des lois, et c'est elle qui juge en définitive ce qui est conforme à l'islam et qui ne l'est pas. Je vous remercie.